Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de gens se demandent de façon légitime comment il est possible que des individus comme Anders Breivik, l'auteur des 2 attentats en Norvège contre le rassemblement des jeunes travaillistes et contre des locaux du gouvernement, ou bien encore Dylan Roof, le terroriste de l'église de Charleston, en arrivent à abattre des personnes au seul motif de leurs idées politiques ou de leur couleur de peau. Comment on peut être aussi déterminé à tuer? C'est pourquoi j'ai parlé de l'idéologie des terroristes d'extrême droite. À partir des écrits de ceux qui ont rédigé un manifeste avant de passer à l'acte, je vais parler des figures intellectuelles qui les ont influencés et des concepts qui se sont appropriés pour justifier une lutte à mort contre leurs ennemis politiques. Dans cette vidéo, je vais parler de Anders Breivik, Dylan Roof, Brenton Tarrant et Patrick Wood Crushess. Les médias ont beaucoup écrit sur le parcours de ces 4 tueurs, parfois avec des lieux communs, des questions du style « est-ce que le tueur était fou ? Est-ce qu'il a été harcelé à l'école ?» Si chaque individu qui a connu de la maltraitance prenait un fusil, on ferait face à des millions d'attentats d'extrême droite. Donc c'est bien que l'explication ne se suffit pas. La réalité moins fantasmée, c'est que les terroristes ne sont ni fous, ni opprimés par la société, ni des abrutis, que leur violence provient d'une construction intellectuelle qui s'est faite sur le long terme, car il n'est pas si évident de pousser des gens ordinaires vers l'ultra-violence, en particulier quand les victimes de cette violence sont de simples jeunes qui vont assister à des débats sur le socialisme, ou alors des musulmans qui vont faire la prière. Bref, des gens ordinaires eux aussi. Anders Breivik a intitulé son manifeste 2083, une déclaration d'indépendance européenne. La date 2083 est symbolique puisqu'elle se passe 400 ans après le siège de Vienne, en 1683, lorsqu'une coalition européenne a repoussé les armées ottomanes qui tentaient de conquérir l'Europe. On verrait que l'histoire de l'islam et de ses relations avec l'Occident occupe une place prépondérante dans son bouquin. Le manifeste fait plus de 1500 pages, il est à la fois un récit autobiographique du parcours de son auteur, un manuel de préparation pour fabriquer des explosifs, acheter des armes et commettre des attentats, un ouvrage de politique fiction qui décrit le futur de l'Europe une fois que les patriotes entre guillemets auront renversé les gouvernements, ainsi qu'un compendium des influences idéologiques de Breivik, des écrits de différents auteurs et blogueurs qu'il a copié-collé sur des sites web d'extrême droite, comme Stormfront, Gates of Vienna, Jihad Watch, etc. La plupart des auteurs plagiés sont des figures de la droite conservatrice anglophone, mais on trouve également quelques citations d'Orwell, de Thomas Jefferson, ou des passages du pamphlet de Theodor Kaczynski contre la société industrielle. Breivik cite le terroriste écologiste lorsqu'il critique la psychologie des mouvements de gauche et des militants pour les droits des minorités comme une manifestation de la folie de notre monde. Cependant, il se garde bien de faire mention de l'opinion de Kaczynski sur les conservateurs qu'il voit comme des imbéciles qui se lamentent sur le déclin des valeurs traditionnelles alors qu'ils encouragent la cause même du déclin de ces valeurs, le progrès technologique et la croissance économique. Il n'a pas trop de scrupules à modifier des citations ou à les prendre hors contexte lorsque ça l'arrange, et ce afin de promouvoir des idées très binaires. Les musulmans seraient dans un djihad perpétuel contre l'Occident, un djihad qui peut prendre des formes violentes ou subversives, et les progressistes de gauche contrôleraient toutes les institutions gouvernementales, ainsi que les médias en Europe, et voudraient détruire les valeurs occidentales. Le manifeste est divisé en 3 tomes, dont les thèmes abordés sont multiples et très décousus. En introduction, Breivik tente d'expliquer ce qu'est le marxisme culturel, et comment il a noyauté les sociétés occidentales. Le tout premier chapitre est intitulé « Qu'est-ce que le politiquement correct ?» et reprend un essai de William Lind avec quelques modifications mineures, par exemple il remplace américain par européen. Lind décrit le politiquement correct comme une dictature de la pensée. Il l'associe au marxisme culturel qui serait représenté par les intellectuels issus de l'école de Francfort comme George Lukács, Herbert Marcuse, Theodor Adorno, Erich Fromm. L'école de Francfort est une école de pensée philosophique et sociologique des années 1920 qui critique aussi bien le fascisme, le capitalisme que le marxisme-léninisme. Les idéologues héritiers de cette école chercheraient à saper l'identité culturelle européenne, selon Breivik. Leur but serait d'imposer une idéologie de haine dont le but est de détruire la civilisation occidentale, une idéologie qui serait anti-chrétienne, anti-famille, anti-nationaliste, anti-patriote, anti-conservateur, anti-hérédité, anti-masculin, anti-tradition et anti-morale, et qui ouvrirait la voie à l'islamisation de l'Europe et à un génocide culturel. Vous l'aurez compris, les marxistes culturels sont les équivalents contemporains des judéo-bolcheviks dans l'imaginaire de Breivik. Ils seraient les instigateurs d'un complot qui vise à islamiser l'Europe et à mettre en place un négationnisme historique vis-à-vis des crimes commis par les empires ainsi que les pays musulmans à travers le politiquement correct médiatique. Le premier tome du manifeste est intitulé « Ce que vous devez savoir, la falsification de notre histoire et autres formes de propagande marxiste multiculturelle ». Sur plus de 200 pages, Breivik se livre à un réquisitoire contre l'islam, les musulmans ainsi que leurs alliés marxistes.
Il cite pêle-mêle Coenrad Elst sur le négationnisme historique, des écrits du militant anti-islam Robert B. Spencer, Battier, Solja Trivkovic ou les ex-musulmans militants Walid Shobat et Abdullah al-Arabi. Il retrace l'histoire de l'islam du 7e siècle jusqu'à aujourd'hui, la conquête musulmane des Indes, les croisades, l'Empire ottoman, la bataille de Vienne, par l'intermédiaire de publications d'historiens et de blogueurs qui sont souvent liés au mouvement contre-djihad ou bien au nationalisme hindou, au nationalisme serbe. Ainsi, les croisades sont décrites comme des guerres défensives qui seraient justifiées face à l'expansion de l'islam. Concernant la conquête musulmane des Indes, il cite Srinandan Vyas, un auteur quasiment inconnu qui est soupçonné d'être le nom de plume d'un nationaliste hindou. Celui-ci affirme l'existence d'un génocide hindou ayant fait possiblement 80 millions de morts et qui serait dissimulé par le gouvernement indien. Pour la guerre du Kosovo, il se base sur un article publié sur le site du British National Party, un parti néofasciste anglais, qui cite Karl Kosta Savic, un historien nationaliste serbe. Les guerres dans les Balkans sont analysées dans 2083 comme un exemple parmi d'autres de djihad, mené depuis plus d'un millénaire contre les chrétiens. Les crimes commis par la SS Skanderbeg seraient un djihad des Albanais musulmans contre les chrétiens. Ceux-ci ont pourtant combattu également des Albanais et des musulmans partisans de Tito. La guerre contre la Bosnie déclenchée par Milosevic est une mesure de protection pour les chrétiens serbes, qui ont été historiquement opprimés par les janissaires bosniaques sous l'Empire ottoman. Et la rébellion armée de Lučeke au Kosovo dans les années 1990 est un djihad contre les populations serbes. À aucun moment ne sont mentionnés les camps de concentration des oustachis croates, ainsi que les crimes commis par les milices tchétniks pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les bombardements de l'OTAN contre la Serbie sont catégorisés par Breivik comme un acte de haute trahison contre la civilisation chrétienne, mais pas l'invasion de la Croatie décrétée par Slobodan Milosevic, ni la destruction totale de Vukovar, ni les massacres de Petrinja, de Berak et des dizaines d'autres commis par les Serbes contre les populations catholiques. Les crimes commis contre les Bosniaques seraient justifiés car la Bosnie serait historiquement une terre serbe et que les musulmans mènent une guerre démographique contre les Serbes depuis des siècles par la natalité. Le but de ces centaines de pages est de démontrer que les musulmans sont intrinsèquement belliqueux et qu'ils cherchent à mener un djihad contre les autres religions partout où ils se trouvent. Je vais m'attarder en particulier sur trois auteurs cités par Breivik, qui sont Robert Spencer, Solja Trivkovic et Battier. Robert Spencer est le gérant du site Jihad Watch. L'idée qu'il avance est que l'islam n'est pas réformable car c'est un projet politique en plus d'être une croyance. La parole de Dieu dictée par le prophète ne peut être remise en question et donc la violence et l'intolérance intrinsèques au Coran ne peut être évacuée de l'islam, comme ce pourrait être le cas pour d'autres religions comme le judaïsme. Le projet politique de l'islam est d'apporter la guerre aux mécréants jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Les musulmans modérés sont des hypocrites ou des ignorants qui méconnaissent la nature de leur religion, tandis que les islamistes et les djihadistes appliquent l'islam authentique. Il y aurait donc une sorte de loi naturelle qui assujettirait les pays musulmans à ne pas pouvoir sortir du carcan de l'obscurantisme et à rester figés dans le temps. Comment la religion musulmane a-t-elle pu donner des dizaines de courants différents alors, s'adapter à des civilisations européennes, arabes, asiatiques ou africaines? Pourquoi y a-t-il régulièrement des débats entre théologiens sur le caractère légitime de la violence ou la pertinence de la notion de guerre sainte? Pour Spencer, toutes ces écoles de pensée musulmanes, malgré leurs différences, partagent en commun la validation du concept de djihad armé contre les infidèles en tant que vecteur d'expansion et de conquête du monde. Je ne suis pas islamologue, donc je vais me baser sur le livre de Jaber Fatali, La vocation défensive du djihad, son histoire et sa réalité juridique contemporaine, pour nuancer les affirmations de Spencer. Je vous mettrai plusieurs captures d'écran qui récapitulent la pensée de différents théologiens des écoles classiques et modernes, et vous pourrez en tirer vos propres conclusions. Quoi qu'il en soit, l'analyse de Robert Spencer sur l'islam est facile à résumer. Il s'agit d'une religion irréformable et par nature conquérante, intolérante et hostile. Solja Trivkovic est un écrivain serbo-américain qui a des liens aussi bien avec les milieux conservateurs aux États-Unis qu'avec la Republika Srpska, qui est le gouvernement de la Bosnie contrôlé par les Serbes. Il est accusé de négationnisme concernant les crimes de guerre commis par les Serbes en Bosnie. Il qualifie notamment le massacre de Srebrenica comme un mythe basé sur des mensonges. De son point de vue, la guerre de Bosnie est une lutte de l'Occident chrétien contre l'islam. Les musulmans auraient une tendance naturelle à vouloir imposer leurs croyances au reste du monde, mais ils ne l'exprimeraient pas à visage découvert lorsqu'ils sont des immigrés en minorité dans un pays. Cependant, si les Européens ne font rien, la démographie leur permettrait de s'imposer. Trivkovic fait la jonction entre le nationalisme serbe et le rejet de l'islam et des musulmans, ce qui est parfait pour le terroriste norvégien, car cela lui donne une lecture civilisationnelle simple et binaire d'un conflit complexe. La guerre déclenchée par la Serbie est donc résumée à une forme de croisade contre les héritiers de l'Empire ottoman.
Breivik possède une fascination non dissimulée pour la Serbie. Il dit qu'il aimerait rencontrer Radovan Karadzic, le dirigeant de la Republika Srpska, condamné pour crimes de guerre par le tribunal pénal international. Il affirme également que le bombardement de la Serbie par l'OTAN en 1999 a été déterminant dans son éveil politique. Battiéor est le nom de plume de Gisèle Littmann. Elle a inventé les concepts de dhimitude et de rabbi. Qu'est-ce que la dhimitude ? Le statut de dhimmi dans le droit coranique concerne les citoyens non musulmans qui vivent sous un régime islamique. En échange du paiement d'un impôt et de leur loyauté envers l'État, leur liberté de culte et leur protection sont assurées. La dhimitude selon Battiéor se confond avec un statut de sous-citoyen, de minorité discriminée en terre d'islam, qui est forgé par son propre vécu en tant que juive égyptienne. La dhimitude serait une constante que connaîtraient toutes les minorités religieuses dans les pays musulmans, mais cela peut prendre aussi la forme d'un renoncement, d'un déni de la réalité face à la menace que représente l'islam. Le Rabbi est un sombre projet qui vise à unifier l'Europe ainsi que les pays musulmans pour des intérêts géopolitiques. À terme, ce serait l'Europe qui finirait dominée par la culture arabe et islamique, avec la complicité des élites européennes qui stimulent l'immigration, selon Battiéor. Les élites européennes ont fait le choix de vendre leur population aux musulmans par anti-américanisme, par antisionisme et pour des motifs économiques. À cause de l'immigration encouragée par Bruxelles, les musulmans deviendront la population majoritaire et réduiront les Européens ainsi que les minorités religieuses au statut d'esclaves. Pour illustrer à quel point la démographie est une obsession chez Breivik, j'ai affiché quelques pages de son manifeste truffé de tableaux statistiques et de projections sur les décennies futures, sur la natalité et le pourcentage de musulmans dans les pays européens. Dans le deuxième tome, le tueur de Norvège préconise la destruction de l'Union européenne, qu'il qualifie d'URSS, contraction de Union européenne et de URSS. L'Union européenne fait partie du complot marxiste culturel, car elle affaiblit les défenses culturelles des Européens face à l'islam. Il ne donne pas d'explication claire sur les liens qui unissent l'Union européenne et le marxisme culturel, à part en mentionnant le passé de militant communiste de José Manuel Barroso. Il décrit la Cour européenne des droits de l'homme comme un repère de juges marxistes, mais ne précise pas en quoi il tiendrait des discours ou des idées marxistes, à part en prenant le cas de l'affaire des crucifixes en Italie. Selon lui, le symbole d'une volonté de destruction des traditions culturelles européennes. L'affaire des crucifixes, c'est une étudiante qui a porté plainte contre une école italienne afin de retirer les crucifixes accrochés dans la salle de classe sous motif qu'ils enfreignent la laïcité. Les juges italiens rejettent la plainte et celle-ci est portée devant la Cour européenne des droits de l'homme qui conclut en 2009 qu'il s'agit d'une infraction des conventions européennes, ce qui provoque un débat médiatique en Italie. Ironie du sort, l'affaire sera rejugée en 2011 par la même cour, sans doute après que Breivik ait fini l'écriture de son manifeste, et la CEDH donnera son accord à la présence des crucifixes dans les écoles italiennes, au motif qu'un symbole passif ne peut être comparé à un endoctrinement religieux. La figure centrale de 2083, une déclaration européenne d'indépendance, est Fjordman, pseudonyme de Peder Jensen, un blogueur norvégien habitué du site d'extrême droite Gates of Vienna. Il est le nom le plus cité parmi ces 1500 pages. Dans une déclaration d'indépendance européenne, écrite en 2007, Fjordman dit que l'Europe est sujet à une invasion étrangère, et que toute collaboration à cette invasion est un crime de haute trahison. Si les non-européens ont le droit de résister à la colonisation et de désirer l'autodétermination, il en est de même pour les Européens. Le cheminement intellectuel qui a motivé Breivik à abattre une soixantaine de militants de gauche, ainsi qu'à faire exploser une bombe de 900 kg devant un bâtiment du gouvernement, est facile à démêler. Il s'agissait pour lui d'une guerre défensive contre les collaborateurs de l'invasion musulmane, les marxistes culturels. Et dans cette guerre existentielle, pour la civilisation européenne, tous les coups sont permis. Il n'est pas le premier terroriste d'extrême droite, très loin de là. Il s'inspire de Timothy McVeigh pour le mode opératoire du camion piégé à l'explosif. En revanche, il est peut-être le premier terroriste 2.0 qui se serait radicalisé par l'internet et qui a diffusé ses revendications par ce médium. À l'heure où je parle, aucun tueur de masse n'aura produit de documents aussi volumineux que les 1500 pages de 2083, une déclaration d'indépendance européenne. Cependant, les concepts centraux de son livre seront repris par les autres terroristes dont je vais parler, c'est-à-dire la croyance que l'action terroriste est une légitime défense face à une menace étrangère, l'existence d'un complot et d'une collusion des élites avec cette menace étrangère, la victimisation à outrance des peuples occidentaux ou blancs qui seraient opprimés par la violence des minorités et par le système, et enfin la nécessité d'inverser la situation de façon urgente avant que les blancs ne deviennent minoritaires. Contrairement à Breivik, Dylann Roof, le terroriste de l'église de Charleston, n'a pas réalisé une encyclopédie du plagiat, il a écrit la plupart de son court manifeste avec ses propres mots.
Il décrit rapidement son parcours, puis son opinion sur les Noirs, les Latinos, les Juifs et les Asiatiques. Il ne cite aucun auteur ou théoricien, mais l'enquête montre que les rares pages qui n'ont pas été écrites par lui ont été copiées sur des commentaires postés sur le site néo-nazi de Daily Stormer. Sa radicalisation s'est faite après les débats qui ont entouré la mort de Trayvon Martin, un jeune adolescent noir non armé qui a été abattu par un voisin blanc, qui avait provoqué d'intenses débats sur le port d'armes et sur le racisme pendant le mandat de Barack Obama. Il a cherché à se renseigner sur ces questions et est tombé sur le site internet de l'organisation suprémaciste blanche The Council of Conservative Citizens. Sur ce site, il a consulté de nombreux faits divers qui font état de crimes commis par des Noirs contre des Blancs, et il a été scandalisé que ces crimes obtiennent peu d'attention médiatique par rapport à la mort de Trayvon Martin. Le Council of Conservative Citizens, qu'on va appeler par l'acronyme COCC, s'est désolidarisé de l'attentat commis par Dylann Roof. Cependant, ils soutiennent que certaines doléances qu'il a exprimées sont légitimes et ressenties par beaucoup de Blancs, sans préciser lesquelles. Et ils avertissent que le double discours des médias, qui dissimulent selon eux les affaires de violence commises par des Noirs contre des Blancs, risque de produire d'autres Dylann Roof. Le COCC répudie les activistes pour les droits civils américains et l'école de Francfort, ça vous rappelle un truc, et également les juifs marxistes qui seraient responsables du sentiment de culpabilité des Blancs. Ils seraient les instigateurs de toutes les tentatives de subversion culturelle pour désarmer les Blancs en tant que nation. Jared Taylor, le porte-parole de l'association, défend une ségrégation volontaire entre les Blancs et les autres races, ainsi que la nécessité de lutter contre une reconquête des États du Sud par les Mexicains, à travers l'immigration. Il affirme que la cohabitation entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis est une source de souffrance, pour les uns comme pour les autres, et que l'Amérique devrait rester presque exclusivement une nation blanche. La thématique centrale du COCC est la criminalité des Noirs américains, qui est vue comme exponentielle et dirigée en particulier contre des victimes blanches. Jared Taylor tente de l'expliquer par la science raciale. Selon lui, une intelligence plus faible prédispose à la violence. Or, dans le classement racial qu'il a élaboré, les Noirs ont le QI le plus faible, ils sont dépassés par les Hispaniques, puis par les Blancs, et avec au sommet de la pyramide les Asiatiques de l'Est et les Juifs ashkénazes. Il affirme que la fin de la ségrégation raciale est une erreur historique, car les Noirs émancipés seraient incapables de se prendre en charge par eux-mêmes. Il dit ainsi « Lorsque les Noirs sont laissés avec leurs propres moyens, la civilisation occidentale ou tout type de civilisation disparaît. » L'idéologie qui motive Dylann Roof est donc basée sur un racialisme complètement assumé. Roof prétend que d'après les témoignages d'esclaves de l'État de Virginie qu'il aurait consultés, la dureté des conditions de vie pour les esclaves américains serait largement exagérée et la ségrégation raciale aurait été une mesure défensive, afin de protéger les Blancs de la violence intrinsèque des Noirs. L'exode des Blancs vers les zones pavillonnaires en banlieue, au lieu de combattre, est vu comme une lâcheté. Il dit vouloir sauver la race blanche et prétend qu'il n'a pas le choix d'agir comme il le fait. Patrick Wood Crochus, le suprémaciste blanc qui a tué 22 personnes dans un centre commercial de El Paso pour stopper ce qu'il appelle une invasion hispanique du Texas, dit la même chose pour se déresponsabiliser. Ce sont les coupables, pas moi. Je ne fais que défendre mon pays contre un remplacement ethnique et culturel provoqué par une invasion. Il fait remarquer à très juste titre que ses ancêtres européens ont participé à la quasi-destruction ethnique et culturelle des peuples amérindiens en colonisant l'Amérique, mais il s'en sert comme un argument pour justifier sa guerre de survie. Car il arriverait selon lui la même chose aux Blancs si les Latino-Américains devenaient majoritaires aux États-Unis. Les cultures les plus fortes l'emportent sur les faibles. Il souhaite lui aussi un retour à la ségrégation raciale. Il n'est pas mention de marxisme culturel chez Roof et Crochus. L'existence d'un complot médiatique contre la race blanche est suggérée, mais mal définie par les deux terroristes. Roof suggère que si les Juifs basculaient du côté conservateur, il y aurait un éveil de la masse, ce qui signifierait implicitement que ce sont eux qui contrôlent le récit médiatique, mais il avoue en même temps ne pas comprendre leurs intentions, et il dit qu'il reste pour lui une énigme. Crochus affirme que le Parti démocrate et le Parti républicain sont tous deux impliqués dans une gigantesque trahison du peuple américain, qui se caractériserait par la prise de contrôle du pouvoir, par ce qu'il appelle les grandes entreprises non contrôlées. Ces entreprises ne sont pas nommées, mais elles sont accusées de favoriser l'immigration illégale pour des raisons économiques, de niveler les salaires des jeunes Américains par le bas et de détruire l'environnement. Le déclin démographique des Blancs américains et l'immigration illégale seraient utilisés comme un outil électoral par les démocrates, qui pourraient devenir le seul parti capable de remporter les élections aux États-Unis avec le vote des Latinos et des étrangers. Ils réaliseraient ainsi un coup d'État par la régularisation de millions d'immigrés. Dylann Roof et Patrick Crochus encouragent tous deux une ségrégation raciale des États-Unis afin d'éviter le métissage et la diversité culturelle. Dans la première page de son manifeste appelé « La vérité inconfortable »,
Crusius apporte son soutien au terroriste australien Brenton Tarrant et dit partager ses convictions d'un grand remplacement des populations blanches. Le grand remplacement, c'est le nom du manifeste publié par Brenton Tarrant, un concept de l'écrivain et militant Renaud Camus, qui décrit un génocide des Blancs par substitution, un remplacement ethnique, culturel et racial par les immigrés et l'islam. Tarrant a donc la même obsession que Breivik pour la démographie et la natalité des Blancs. Il voit la nécessité de relancer les naissances comme un impératif de survie. L'originalité de son texte n'est pas dans le fond mais plutôt dans la forme. Plutôt que d'opter pour une approche pseudo-encyclopédique et d'écrire des pages de citations sur l'histoire de l'islam comme dans 2083, le terroriste australien préfère un style d'écriture concis, émotionnel et parfois absurde. Il martèle les mêmes phrases pour ancrer dans la tête de ses lecteurs certains concepts et il n'hésite pas à troller comme s'il s'agissait d'un shitpost sur un board internet. D'ailleurs, sur le commentaire qu'il a publié sur 8chan juste avant l'attentat, il dit que le moment est venu d'arrêter de shitposter et de faire un vrai post IRL. Il reprend ainsi la célèbre phrase de Richard Spencer lors de la campagne présidentielle américaine de 2016 « We meme the alt-right into existence ». Son but est d'inciter les trolls d'internet à avoir un impact sur le réel et à transformer leur frustration et leur colère en actions concrètes. Il se présente comme un kebab removaliste, un liquidateur de kebab, qui était un mème qui se moquait des nationalistes serbes, qui a ensuite été détourné par des militants racistes, et il nourrit lui aussi une fascination pour les Serbies de Milosevic. Il condamne les bombardements de l'OTAN comme une attaque contre les alliés des Blancs. Il se revendique comme fasciste. C'est un admirateur de Oswald Mosley, le fondateur de l'Union des fascistes britanniques. Il partage avec lui l'angoisse du déclin de l'Europe, le rejet des excès du capitalisme et la croyance en un complot contre l'Occident, qui serait le fruit d'une alliance entre la finance internationale, les communistes et les minorités ethniques, à la différence que Tarrant blâme les musulmans à la place des juifs. Tarrant, tout comme Breivik, voit la nécessité de relancer les naissances européennes comme un impératif de survie, car même en bannissant l'immigration, le génocide des Blancs serait inévitable sans une natalité revigorée. Les instigateurs de ce génocide, outre les immigrés, seraient le grand capital et les ennemis politiques, parmi lesquels le président turc Erdogan, Angela Merkel et Sadiq Khan, qu'il appelle à tuer tous les trois, ainsi que les marxistes culturels, la machine médiatique et les grandes entreprises qui font partie du complot anti-blanc. Son projet politique est de détruire l'immigration et de déporter les immigrés qui sont sur le sol des pays occidentaux pour assurer la survie des Blancs. Dans une pseudo-interview où il répond à des questions que poserait un interlocuteur imaginaire, à la question « Pensez-vous que ceux que vous avez attaqués sont innocents ?», il répond « Il n'y a pas d'innocents dans une invasion. Ceux qui colonisent les terres des autres partagent la culpabilité. » Que pense-t-il donc de la colonisation de l'Océanie par les Blancs, puisqu'il est lui-même australien d'origine écossaise et irlandaise ? Il se justifie de manière peu convaincante en prétendant que l'Australie est une extension de l'Europe. Il ne semble pas avoir de contradiction avec sa pseudo-position anticoloniale. Puisqu'on parle de grand remplacement, parlons de celui qui a popularisé ce thème auprès du grand public. Renaud Camus se déclare opposé à toute forme de violence. Il a condamné l'attentat terroriste de Tarrant. Camus compare l'immigration de peuplement à l'Holocauste et le militantisme nationaliste à la résistance sous l'occupation. Il qualifie l'arrivée massive de migrants extra-européens comme un génocide de substitution, en référence à l'écrivain anticolonialiste Aimé Césaire, et il proclame que le Parlement européen nous hait, nous, les indigènes de ce continent, et qu'il veut notre mort ou notre asservissement. Les médias français sont accusés de faire du négationnisme face aux crimes de remplacement de population. Le mouvement politique qu'il a fondé préconise la déportation de ceux qu'il qualifie d'occupants. Il n'incite jamais explicitement à la violence contre l'armée d'occupation étrangère, mais réfléchit à s'inspirer de l'indépendance algérienne, c'est-à-dire celle qui a provoqué le départ des colons français par les luttes armées et par les attentats et les massacres contre les civils. Paradoxalement, il défend les aspects positifs de la colonisation française de l'Algérie et justifie sa brutalité par la nécessité de mettre fin aux exactions des corsaires barbaresques et la mise en esclavage d'Européens. Ce qui est par ailleurs un mythe, car le commerce d'esclaves sous la régence d'Alger était en chute libre jusqu'en 1830. Camus a donc un discours ambigu sur la violence malgré ses dénégations. Il ne détaille pas comment son projet de réimmigration pourrait être appliqué sans faire infraction à la Constitution française, ni aux normes internationales. Il ne dit pas non plus ce qu'il ferait si les institutions rejetaient les mesures qu'il propose. Est-ce qu'il rejoindrait, comme le militant anticolonialiste Frantz Fanon, dont il dit s'inspirer, un front de libération nationale pour décoloniser par la lutte armée ? Quoi qu'il en soit, les revendications pacifistes de Renaud Camus sont en contradiction avec le danger imminent, mortel et implacable que serait le grand remplacement. On se demande comment lutter contre un génocide et une armée d'invasion étrangère, si ce n'est par la lutte armée.
Le grand remplacement selon Brenton Tarrant et Renaud Camus est donc une réalité démographique impitoyable qui nécessite des actions urgentes et déterminées afin de stopper la disparition programmée d'un peuple. Brenton Tarrant, contrairement à Camus, assume totalement la violence pour atteindre cet objectif. La phrase qui résume le mieux sa pensée est la suivante: il n'existe aucune nation dans le monde qui n'ait pas été fondée ou maintenue par l'usage de la force. La force est le pouvoir. L'histoire est l'histoire du pouvoir. La violence est le pouvoir et la violence est la réalité de l'histoire. Réveillez-vous. Tarrant veut combattre le génocide par l'épuration ethnique, l'extermination ou la déportation des immigrés, et il veut le faire d'autant plus urgemment et violemment que la réalité démographique présage selon lui que les Blancs pourraient devenir une minorité dans quelques générations. Renaud Camus, Batior et les suprémacistes américains ont tous pris leur distance avec les terroristes qui les ont cités. Ils ont condamné le recours à la violence, parfois de façon ferme, parfois de façon ambiguë. Bien que leur intention initiale n'était probablement pas d'encourager des meurtres de masse, leurs concepts complotistes ont été une source d'inspiration majeure pour justifier une guerre de défense contre des gouvernements traîtres et des civils accusés de participer à une invasion étrangère. En essentialisant les musulmans au djihad, les immigrés à des envahisseurs et les élites à des conspirateurs, ils encouragent une paranoïa victimaire qui ne débouche pas forcément sur des actions extrêmes, mais qui peut être utilisée par des militants radicaux pour justifier une inversion du rapport victime-agresseur. La tactique des régimes totalitaires pour justifier les meurtres à grande échelle, que ce soit le Troisième Reich, les régimes marxistes-léninistes ou les dictatures d'Amérique latine, a toujours été de présenter les victimes comme les agresseurs. Ainsi, les Juifs complotent depuis des siècles contre la race germanique, les éléments réactionnaires bourgeois souhaitent le renversement de la révolution populaire, ou alors ce sont les communistes internationaux qui voudraient instaurer une dictature au Chili, ce avant que Pinochet n'intervienne pour les réprimer. La propagande serbe sous Milosevic présentait les Croates comme des fascistes et des héritiers du mouvement Ustashi. Elle présentait les Bosniaques comme les rejetons des oppresseurs turcs afin de justifier l'invasion et les exactions. Ce sont des tactiques de propagande utilisées également par les groupes djihadistes. Al-Qaïda et l'État islamique décrient une décadence du monde musulman, ainsi qu'un complot impérialiste mené par les Juifs et les croisés contre l'islam, afin de justifier leurs attaques contre des populations civiles. Ironiquement, le terrorisme lié à l'extrême droite possède des caractéristiques très similaires aux méthodes employées par les djihadistes, des attaques contre des civils à l'arme à feu ou à l'arme blanche, une volonté de faire un maximum de victimes, des attaques contre des lieux de culte. Anders Breivik préconise d'ailleurs de s'inspirer des attentats commis par Al-Qaïda pour faire le plus de dégâts possible dans les pays européens. S'il fallait synthétiser la propagande des militants ultra-violents en quelques grands axes, ça se présenterait ainsi: faire croire à un danger imminent et grave, une invasion étrangère, une subversion gauchiste qui veut détruire l'ordre établi, utiliser un vocabulaire militaire et alarmiste qui ne laisse pas de place au compromis, guerre civile, génocide, survie, pointer du doigt un complot d'influence internationale pour justifier pourquoi le peuple dominant perdrait le contrôle de son propre pays face à ceux qui sont des minorités, faire comprendre que si l'extrême droite est mal vue, c'est parce que les comploteurs infiltrent toutes les sphères politiques, médiatiques et culturelles, ancrer l'idée que les adversaires sont intrinsèquement violents et prêts à tout, que leurs objectifs est la domination totale ou l'extermination, victimiser les militants comme des résistants qui lutteraient pour leur communauté, leur patrie, leur race. Et enfin, l'urgence. Le temps des Blancs est compté à cause de la démographie et de la faible natalité des Européens face à l'arrivée constante d'immigrés. Le sursaut doit donc arriver le plus rapidement possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne journée et une bonne année 2024.